Ne m'engueulez pas, je sais, je ne fais que ça. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un dossier true crime, donc serial killer si vous préférez. C'est une histoire qui est quand même connue pour certains et, euh, et les tueurs sont passés dans la série Monstre Netflix, tout comme Ed Gate, mais j'ai pensé au bon moment. Elle me disait que je devais entrer un code et que ça fonctionnait pas. Tu m'étonnes, évidemment. Il s'agit de l'histoire de Lyle et de Eric Menendez. La série est disponible sur Netflix, hein. C'est la suite du succès de la série Monstre. Donc, si vous avez déjà vu Ed Gein ou que vous ne l'avez pas encore vu et que vous voulez en savoir plus par rapport aux détails, je vous conseille d'aller la voir. Ça a été mis en septembre 2024, donc avant Ed Gein normalement. Euh, ou alors ça a été mis en septembre pour certains pays, mais pas nécessairement le nôtre. Je suis donc un génie. Tu m'étonnes. Donc Joseph Lyle Menendez, qui est né le 10 janvier 1968 à New York, et Eric Galen Menendez, qui est né le 27 novembre 1970 à Blackwood, sont deux frères américains connus pour les doubles assassinats de leurs parents, José et Marie-Louise, dite Kitty Mendez, par arme à feu le 20 août 1989. Il y a eu un procès qui a été très très médiatisé, qui oppose les aveux du crime parfait à leur psychologue et une défense justifiant le crime par les viols commis par le père à leur encontre. Eric et Lyle Menendez donc sont condamnés à l'emprisonnement à perpétuité sans libération conditionnelle en 1996. D'ailleurs, pour ceux qui, petit aparté, pour ceux qui ont suivi l'affaire Lola, la coupable a été condamnée à perpétuité chez vous en France. Alors, espérons qu'elle ne sortira pas, mais voilà. À la suite du succès de la série Monstre, l'histoire de Lyle et Eric Menendez sur Netflix en 2024, le procureur George Gascon annonce en octobre 2024 avoir fait une demande pour réexaminer la condamnation des deux frères. Oui, à perpétuité, tant mieux, mais c'est encore trop doux pour ce qu'elle a fait. On est d'accord. On est d'accord. Justement, on en parlait avec mon chéri, c'est pour ça que j'ai lancé un tout petit peu plus tard, parce qu'il est venu me le dire ici avant que je lance le live. José Enrique Mendez est né le 6 mai 1944 à La Havane, et à l'âge de 16 ans, il est envoyé aux États-Unis par ses parents pour échapper au régime socialiste de Fidel Castro. Il est issu d'une famille cubaine, hein, d'ascendance espagnole. C'était des riches et fils de vedettes sportives. José s'illustre à son tour sportivement et il obtient une bourse d'études à l'université dans l'Illinois, où il rencontre Marie-Louise, donc sa future épouse, dite Kitty Anderson, qui est née en octobre 1941. Elle est issue d'une famille américaine descendance de la Scandinavie et elle est de classe moyenne et elle sera élue reine de beauté de l'Illinois
en 1962. Ça, c'est un peu le portrait que l'on fait des parents. Ils abandonnent finalement la carrière sportive pour épouser Kitty en 1963 et s'installent à New York avec elle et intègrent le Queen College dont il ressort diplômé en comptabilité. C'est ça, je suis d'accord avec toi. Et le papa est... Ouais, voilà, c'est ça. Je suis d'accord avec toi, Jo, aussi là-dessus. En 1968, ils accueillent leur premier enfant, Joseph Lyle, et après sa naissance, Kitty met un terme à sa carrière de professeur, puis la famille va quitter New York pour s'installer dans le New Jersey. Là, ils vont accueillir leur deuxième enfant, Eric Gallen, en 1970, et les deux enfants sont scolarisés à l'école privée Princeton Day School et grandissent dans un milieu aisé. La famille va déménager régulièrement et vit entre Mosey, Hopewell, Princeton, Pennington. Bref, il y a beaucoup de déménagements qui se passent dans cette famille. Ils sont transplantés un petit peu de droite à gauche. Et c'est dans les années 80 que José devient le patron de la société Hertz, puis de la maison de disques RCA Records. Et lorsqu'il est élu directeur général d'Artisan Entertainment, la famille va s'installer dans un quartier de Los Angeles en 1986. Il contribue également au redressement d'International Video Entertainment, un distributeur de vidéos. Eric est alors scolarisé au lycée Calabas High School. Les deux enfants, donc les deux jeunes, hein, ils sont poussés par leur père parce que ce sont des bons joueurs de tennis et de football. Et en 1988, les Mendes se font remarquer pour des frasques des deux fils qui sont impliqués alors dans un cambriolage et un vol qualifié. Et c'est là que ça va commencer à craindre au niveau de leur relation, enfin de ce qui va se passer dans la famille. La famille déménage alors à Beverly Hills. Coucou Caro, Véro, comment vas-tu? Je m'en mêle les pinceaux. Donc, ils vont déménager à Beverly Hills dans une maison de luxe qui était autrefois louée par Elton John. Rien que ça. Après, elle a été louée aussi à Prince. Et José va engager un avocat pour défendre son fils Eric parce que à ce moment-là, il est encore mineur et il est scolarisé à la Beverly Hills High School. Oui, ils ont besoin d'être défendus pour le vol qu'ils ont fait. Ça va, ça va. As-tu des nouvelles par rapport à ton boulot? Là, dans cette école-là, il obtient des notes plus ou moins moyennes, mais il développe un talent encore extrêmement important au niveau du tennis. Et 2 semaines après le double meurtre de José et de Kitty, Eric et son ami Michael vont participer au pensionnat. Qu'est-ce que tu racontes, il dit? Au championnat national de tennis junior pour garçons au Michigan. Lyle, de son côté, va continuer ses études à l'université de Princeton, bien qu'il ait été suspendu un semestre complet pour avoir triché en psychologie. Non, rien ne bouge pour l'instant. C'est pas plus mal. Moi, j'ai pas eu de nouvelles pour mon taf, contrairement à pas mal de monde. Mon contrat est renouvelé jusqu'au 30 juin 2026. Ah ben, c'est parfait. C'est très bien. C'est
ne te plains pas. Par contre, Véro, oui, c'est vrai que c'est un peu énervant de ne pas avoir de blagues, de nouvelles, mais après, peut-être qu'ils vont mettre des choses en place par rapport à ta demande, justement. Donc, je l'espère hein, de tout cœur, hein, mais si t'as pas eu de retour mauvais, déjà, c'est déjà une bonne chose. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'en août 1989, Lyle, qui est âgé de 21 ans, et Eric, qui est âgé de 18 ans, vont se rendre dans des magasins divers et variés où on vend des armes à feu en Californie du Sud. Oui, hein, je pense un verrou. Et tout simplement dans le but d'obtenir 2 armes de poing. Cependant, il y a un petit problème avec le permis de conduire californien de Lyle et il y a une période d'attente de 2 semaines qui est imposée par les lois sur les armes à feu. Et les 2 frères vont donc se décider à acheter 2 fusils à pompe Mossberg calibre 12 dans un magasin à San Diego où Eric a utilisé le permis de conduire de Donovan, un ami à Lyle. Donc il a obtenu ses armes, mais non à son nom, mais au nom d'un des camarades de son frère. Hmm. Oui, moi je pense que ça va se mettre en place, hein, mais je pense que les patrons à Véro, ils sont un peu... il leur faut du temps avant de prendre leurs décisions et de mettre les choses en place. Et moi je pense que s'ils n'ont pas encore réagi, parce que s'ils avaient mal pris l'histoire, ils auraient pu dire à Véro, bon, écoute Véro, tu prends tes affaires et ça ne te convient plus, la porte elle est là. Là, ils l'ont pas fait, donc moi je pense, après c'est mon ressenti, hein, je pense qu'ils sont en train d'étudier ce qu'elle a demandé et il faut le temps que les choses se mettent en place euh, afin que ce soit en ordre pour elle. Moi, je pense, hein, personnellement, c'est mon avis là-dessus. Après, on verra, hein. Dans la soirée du dimanche 20 août 1989, José Menendez, âgé de 45 ans, et sa femme Kitty Menendez, âgée de 47 ans, regardent la télévision dans le salon de leur villa à Beverly Hills. Et Lyle et Eric entrent dans la pièce et commencent à tirer à plusieurs reprises sur leurs parents. José va recevoir 6 balles, dont le coup fatal est une balle tirée à bout portant à l'arrière de la tête. Et Kitty est visée par 10 balles, dont 4 dans la tête qui la défigurent complètement. Avant de recevoir définitivement comment on dit, le coup fatal, hein, qui va venir dans sa joue et Kitty va ramper au sol pour s'enfuir. Là, il va courir jusqu'à sa voiture où Eric lui donne d'autres munitions afin qu'il puisse asséner le coup fatal, le coup de grâce, c'est ça. Donc c'est quand même un truc de fou parce que vous vous rendez compte, ils vont acheter 2 fusils à pompe, ils y vont pour abattre leurs parents. Alors je suis d'accord, hein, on va en parler. De toute façon, ils ont vécu des trucs, un drame quand même quand ils étaient enfants. Mais malgré tout, ils vont aller abattre leurs parents de sang-froid. Donc vous imaginez la haine que ces 2 gamins avaient cultivée au fond d'eux pour en arriver là. C'est donc un double meurtre.
Lyle et Eric vont prendre soin de ramasser toutes les douilles, puis ils vont rester sur place pendant plusieurs minutes et ils attendent que la police débarque en raison des coups de feu. Ils se disent, la police va arriver. Ils décident ensuite de changer parce que leurs vêtements sont tachés de sang, puis ils cachent les 2 fusils à pompe quelque part sur le bas-côté de Mulholland Drive. Et entre-temps, ils vont vite se rendre au cinéma et ils vont tenter d'acheter 2 billets pour le film Batman afin d'avoir un alibi. Mais ils vont abandonner l'idée parce que l'heure est inscrite automatiquement sur les billets. Donc, ce qu'ils vont faire, ils vont se rendre au festival au Santa Monica Civic Auditorium, et ils vont retourner à la villa de leurs parents plus tard, beaucoup plus tard, et ils vont constater que la police n'est toujours pas venue sur place. C'est alors que Lyle va appeler le 911 en affirmant avoir trouvé les corps de ses parents sans vie. Et lorsque la police se rend sur place, eh bien, les policiers ne vérifient pas s'il reste des résidus de poudre sur les mains des 2 garçons. Entre guillemets, c'est une erreur parce que ils auraient pu être considérés comme étant potentiellement les tueurs. Et même si les heures où ils avaient été trouvés ne correspondaient pas aux heures de la mort et que eux, ils avaient trouvé l'excuse en attendant aller d'être à un festival, sûrement qui s'était fait voir, etc., pour ne pas se faire repérer. Donc, quelque part, oui, ils avaient fabriqué un alibi, mais malgré tout, bah, la police n'a pas vérifié plus que ça. Les enquêteurs vont penser dans un premier temps qu'il s'agit d'un crime organisé par des assaillants qui ont tiré dans les genoux des victimes et que José n'était pas apprécié. Et comme il avait des contacts louches, eh bien, on va se dire que c'est juste pour ça qu'il a été tué. Les armes à feu qui ont servi à tuer José et Kitty n'ont jamais été retrouvées. Les policiers présents sur le lieu du crime décrivent la scène comme étant la scène la plus violente à laquelle ils ont assisté. Pourquoi? Parce que il y a une quantité inqualifiable de sang et de morceaux de cerveau qui sont éparpillés un peu partout jusqu'au plafond. Donc vous imaginez comment ils ont été. Coucou Stella, comment vas-tu? Ça va mieux? Vous imaginez quand même avec quelle violence ça a été fait. Bonsoir Chou Camille, Jitou Camille. Et bonsoir Just Gab. Bienvenue à vous sur le live. J'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne soirée. Aujourd'hui, on parle de tueurs en série, mais sinon, la chaîne, ici principalement, c'est tout ce qui est paranormal et ésotérisme. On fait un peu de gaming, on fait de la lecture. Le gaming, c'est plus les jeux d'horreur que j'aime bien, mais après, on fait aussi des jeux de simu, etc. Comment va ma petite celle-là? J'ai cru que tu m'avais oublié. Je me suis dit, ça y est, elle m'a oublié. Ça va mieux? Ah bah tant mieux si tu vas mieux. Donc bienvenue au nouveau. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si je ne rebondis pas directement, vous inquiétez pas, la modération est là et ils pourront vous répondre tout simplement. Dans les mois qui ont suivi le décès et le meurtre de Kitty et de José,
Les deux frères, donc Lyle et Eric, dépensent une fortune déjà pour l'achat d'une Porsche 911, le recrutement d'un entraîneur personnel de tennis, pour l'achat de vêtements de luxe, pour des montres Rolex, un restaurant, etc., etc. Oui, hein, c'était vraiment ils ont vraiment pas fait dans le détail, eux, hein. Ils quittent ensuite la villa de leurs parents pour aménager dans un lotissement près de la marina. Et puis, ils s'offrent des séjours luxueux à Londres, dans les Caraïbes. Ils dépensent à tout va. Et cette somme va s'élever à 700 000 dollars, ce qui va éveiller justement les soupçons de la police. Le contrat de travail de José comprenait, outre son salaire annuel de 500 000 dollars, avant prime et la prise en charge de deux polices d'assurance vie d'une valeur de 15 millions de dollars au bénéfice euh, de la compagnie pour laquelle il travaillait et de 5 millions pour les héritiers du cadre. Ils se font plaisir. Ah non, ils n'ont pas tué pour rien, ces deux-là. Oui, c'est ça. Mais de base, ils n'avaient pas tué peut-être pour la richesse des parents, mais c'est seulement après qu'ils se sont rendus compte que ils avaient, entre guillemets, réalisé le crime parfait. Et c'est peut-être là qu'ils ont baissé la garde. Et c'est peut-être ça qui, euh, qui les a, justement rattrapés, hein. Je ne crois pas. Tu ne crois pas quoi? Vengeance et intérêt financier. Oui, moi je pense aussi. Oui, c'est une clope. Le meilleur ami d'Eric dévoile aux enquêteurs qu'Eric lui a avoué avoir assassiné ses parents 12 jours après les faits. Et il le révèle également après avoir coécrit un scénario de 66 pages avec Eric, intitulé Friend, et qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui assassine ses parents riches pour hériter d'eux. Ah, t'as la fibre? Ah, mais c'est cool. C'est super ça. Afin d'obtenir des aveux, les policiers vont équiper l'ami euh, d'un micro lors d'un déjeuner avec Eric. Cependant, ben, leur ami va demander à Eric s'il a réellement assassiné ses parents. Et Eric va revenir sur ses propos et va nier tout en bloc. Rongé par la culpabilité, Eric finit par tout relater à son psychothérapeute, qui à son tour va en parler à sa maîtresse. Le psychothérapeute commence alors à enregistrer toutes les séances avec les deux sœurs. Et les deux sœurs, qu'est-ce que je raconte? Les deux frères. Et il met les enregistrements en lieu sûr pour se protéger au cas où les meurtriers auraient quelque chose à son encontre. Donc, il fait ça pour se protéger. Ce qui va se passer, c'est que lorsqu'il a mis terme à sa liaison extra-conjugale, là, sa maîtresse à qui il en avait parlé va révéler aux policiers que le psychothérapeute est en possession d'enregistrements compromettants concernant plutôt le double meurtre
de José de Kitty Mendez. Coucou Carpaccio, comment vas-tu? Comment ça va au boulot? Lyle est appréhendé d'abord le premier, hein, le 8 mars 1990, devant la villa, tandis que Eric est arrêté à la comment à l'aéroport international de Los Angeles le 11 mars 1990 lors de son retour d'un voyage en Israël. Les deux frères sont incarcérés séparément à la prison de Los Angeles. Super, et vous? Ça va? Merci Carpaccio, ça va bien. Dans un premier temps, ce qui va se passer, c'est que les deux frères vont nier leur implication dans le double meurtre. Euh, Forcément, hein, c'est ce qu'ils allaient faire. Mais en mai 1990, c'est-à-dire 2 mois après leur arrestation, Lyle va écrire une lettre de 17 pages à son frère dans laquelle il exprime ses regrets sur leur acte criminel. Alors que les policiers les soupçonnent de vouloir s'échapper de prison, ils fouillent les cellules et trouvent la lettre de Lyle. Ils s'en servent alors comme preuve qui confirme leur culpabilité dans le double meurtre de leurs parents. Peu après, les policiers reviennent sur leurs soupçons et affirment que les deux frères n'ont jamais tenté de s'échapper de prison. Donc là, il y a un petit truc un peu bizarre là-dessus. Il y a encore 30 ans de vivre ne se place en 2 ou 3 semaines tout seul. Entrée, laver, rangement, percé. Oui, mais ça c'est sûr, hein. 30 ans de vie. Oui, mais disons que le plus gros, c'était là, il est mis en place. Enfin, posé après une dure journée. Oh, je comprends tout à fait. Je comprends. Je compatis. Ah là là. En août 1990, bien que le psychothérapeute soit soumis au secret professionnel, le juge James Albert estime que les enregistrements des séances entre les deux frères Mendes et le psychothérapeute représentent des aveux. Et le psychothérapeute va accuser Lyle de l'avoir menacé. Donc en 1992, la Cour suprême de Californie va juger que la majorité des enregistrements représentent bien des preuves accablantes contre les deux frères. Sauf que l'enregistrement dans lequel Eric décrit en détail le déroulement des meurtres par respect du secret professionnel, eh bien, la Cour va donc accuser les deux frères d'avoir assassiné leurs parents pour des raisons financières et envisage donc la peine de mort. Exactement, je suis d'accord avec toi. Je me doute bien, Stella, mais l'essentiel est fait. Tu vis pas dans un camping, oui, c'est ça. On va dire que, tu vois, au départ, quand on déménage comme ça, il y a une grosse partie à laquelle on arrive, tu vois, le plus gros. Euh, mais, euh, mais après, ça se met en place. Moi, j'ai pas Netflix, je suis contre ça. Il y en a qui le sont. Après, ça, c'est libre à eux. Moi, j'ai pas la télévision parce que j'ai pas envie d'être polluée par les fausses informations, mais ça, c'est propre à moi, tu vois. Je préfère regarder une série tranquille sur Netflix plutôt que de m'empoisonner le cerveau avec des pubs à la con, des informations à la con, etc., etc. Donc voilà, tu vois, ça dépend vraiment des personnes. Donc, de 1993 à 1994, les frères Mendes fascinent tout le pays lorsque la nouvelle chaîne Cour TV
diffuse le procès en juillet 1993. Moi, j'ai pas non plus. Repassage? Non, merci, c'est gentil d'avoir pensé à moi. Mes amis m'ont mis partout, dans toutes les pièces. Ma pauvre. Après, moi, je suis comme Véro, hein. Je déteste leur passage. Je viens pour papoter, pour boire un café. Ah non, moi, je repasse vite, hein. Avec une centrale vapeur, ça va très vite, mais je déteste ça. C'est vraiment le truc que je déteste le plus. J'adorais ça, hein, mais ils m'ont dégoûté. On dirait moi. On dirait moi. Hmm. Avec le sèche-linge, il y a beaucoup de choses qu'il faut pas repasser. Et puis, au jour d'aujourd'hui, quasiment tous les vêtements ont de l'acrylique ou quoi. Donc, c'est rare quand on a encore des trucs vraiment repassés. Engagez-moi alors. Oui, moi aussi j'engage, hein. D'ailleurs, c'est parce que mon petit Ryan, il n'est pas là, hein, mon petit modo. Mais même quand j'ai joué au jeu mercredi, il y avait du nettoyage et il a soulevé la remarque en disant: «Ouais, Lily, même quand elle est en jeu, il faut qu'elle fasse le ménage». Donc, voilà. Donc, ce procès fascine tout le monde et Eric est défendu par l'avocate Leslie Abramson et Lyle par sa consoeur Jill Lansing, et le mobile du crime est au cœur du débat. Les deux frères justifient le double meurtre par des abus physiques, psychologiques et sexuels subis de leurs parents depuis l'âge de 6 ans. Leur père est montré comme étant quelqu'un de cruel, de narcissique, de perfectionniste et aussi comme étant un pédophile. Tandis que leur mère, elle, est dépeinte comme étant quelqu'un d'égoïste, d'instable, d'autoritaire, de dépendante à la drogue et à l'alcool, et elle connaissait les activités pédophiles de son mari, qui était leur père. C'est tout à la porte. La défense ne rassemble pas moins d'une cinquantaine de témoignages qui confirment les accusations des frères Menendez à l'égard de leurs parents. Oups, il y a mon bot qui a flairé un truc, mais j'ai pas vu c'était quoi. Donc, du coup, ce qui va se passer, c'est que, comme il y a une cinquantaine de témoignages qui confirment, eh bien, durant le procès, Eric va dévoiler qu'il a révélé à son frère être victime d'abus sexuels. Et il va dire qu'il a vécu ça plus de 12 ans. Et quelques semaines avant le double meurtre, il va lui raconter ça. Lyle a donc tenté de protéger son frère en confrontant José à ses actes, mais le père de famille a menacé de mort les deux fils. Et s'il ne persévérait pas ce secret, eh bien, il a dit que il n'hésiterait pas à les tuer tous les deux. Ils vont donc être terrifiés et c'est de là qu'est venue l'idée d'assassiner leurs parents. Donc Lyle et Eric justifient ainsi d'avoir fait le double meurtre et ils défendent par l'intermédiaire de leur avocat la thèse de la légitime défense. Oui, j'ai vu que c'était le bot, mais j'ai pas eu le temps de dire ouf que c'était déjà parti. Donc,
on a tendance à avoir mal au cœur quand même pour eux parce qu'on se dit, bon, les pauvres, surtout comment le plus jeune hein, qui aurait vécu ça pendant 12 ans, on se dit, mon pauvre gamin, donc du coup, c'est comme ça que ils vont plaider la légitime défense. Malgré tous les témoignages qui corroborent les accusations, les procureurs évoquent des motivations crapuleuses et dépeignent les deux frères comme étant des fils à papa cupide, et ils tentent de convaincre le jury que le mobile de ce double meurtre était uniquement financier, puisque José Menendez avait annoncé peu avant aux deux frères qu'ils ne feraient pas partie de leur testament. La législation des USA autorise en effet à déshériter ses propres enfants. C'est alors qu'il y a une des procureurs qui va affirmer pendant le procès que les hommes ne peuvent pas être victimes d'abus sexuels parce qu'ils n'ont pas l'anatomie nécessaire pour cela. Mais il y a un autre procureur qui laisse sous-entendre que la confusion d'Éric sur son orientation sexuelle a pu être due justement euh, à ce qu'il a vécu dans sa vie et donc pousser les deux frères à assassiner leurs parents. Donc vous avez un procureur qui ne veut rien entendre et l'autre qui veut écouter la version. Mm. La défense va tenter de préserver les enregistrements entre les frères et le psychothérapeute et la cour va décider de s'en servir quand même durant le procès. La poursuite choisit les enregistrements dans lesquels les frères n'évoquent pas les abus sexuels de leur père, mais ceux dans lesquels ils se plaignent de sa domination sur eux et le comportement suicidaire qu'avait leur mère. Donc Lyle affirme ensuite qu'ils ont rendu service à leur mère en la tuant. Lors d'un entretien avec Eric pour analyser son profil, une chercheuse affirme que selon elle, les frères Menendez étaient victimes d'abus physiques et d'abus sexuels. Plusieurs psychiatres qui ont également analysé le profil des deux frères affirment que la maturité émotionnelle des deux frères correspond à celle d'enfants beaucoup plus jeunes, 8 et 10 ans, en raison de nombreux traumatismes. Mais vous savez comme moi que parfois ça peut être compliqué de savoir les tenants et les aboutissants, surtout qu'il n'y a pas eu de plainte avant le meurtre. Alors certes, il y a des témoignages de personnes qui les ont vus se faire battre, etc. Mais il n'y a jamais eu de plainte, il n'y a jamais eu de dépôt de plainte concernant ça. Et je pense que c'est ça le problème. C'est que s'il y avait eu des plaintes avant, de personnes qui avaient remarqué certaines choses et qui auraient eu des plaintes, ou que les enfants se seraient plaints au lycée ou à l'UNIF ou quoi, eh bien, peut-être qu'à ce moment-là, il y aurait eu des recherches dans ce sens. Mais là, ça s'est seulement su après le décès des parents. Donc c'est ça qui entre en jeu et qui complique la situation. Donc, merci pour ton follow et re-bienvenue à toi, Just Gab. Euh, hein, ça a fait miaou 2 fois. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je sais pas pourquoi mon chat il a fait miaou 2 fois, mais que soit.
Les membres du jury, ce qui va se passer, ben, ils vont être divisés en deux catégories. Vous avez des femmes qui penchent en faveur d'un homicide involontaire avec des circonstances atténuantes, tandis que vous avez les hommes qui y voient un assassinat pur et dur. Après plus d'un mois de délibération, le jury n'arrive pas à s'entendre sur un verdict. Et ce qui va se passer, c'est que le procès va être annulé en janvier 1994. Ah, ben voilà pourquoi. Il y a eu Jitu Camille. Bienvenue à toi sur le live. Donc du coup, merci pour le follow. Merci beaucoup à vous deux. Vous voyez, il y a un miaou de retard. Merci Stella pour le bienvenu. Merci pour l'accueil. Elle a gardé l'éthique de la modération, hein, Stella. C'est très bien. Merci beaucoup, Stella. Il va donc y avoir un deuxième procès. 2 ans après l'annulation du premier procès, il y a un deuxième qui va s'ouvrir en octobre 1994. Donc, je dis des conneries, en 1995, oui. Et ça va être suivi d'un terrible bad buzz parce que la vie publique est altérée lorsque une dame dénommée Norma Novelli publie un ouvrage baptisé Le journal intime de Lyle Menendez et dans ses propres mots qui rassemble tous les échanges téléphoniques enregistrés avec Lyle dans lequel il se dit prêt à pleurer de fausses larmes lors du second procès, afin de pouvoir gagner la compassion du jury. Bien que Lyle va affirmer que Norma l'a enregistré à son insu et qu'il n'a jamais voulu publier un livre, le jeune homme n'est plus autorisé à témoigner lors du procès. Et ce qui va se passer, c'est qu'il y a aussi la procureure qui va refuser de le présenter à nouveau. Par la suite, il y a l'ex-fiancé de Lyle qui va affirmer que ce dernier aurait tenté de la convaincre de faire un faux témoignage lors du premier procès, mais qu'elle aurait tout simplement refusé. Bon, il y a la boîte à follow qui déconne. Donc, comme elle va refuser, eh bien, il lui aurait ensuite proposé une grosse somme d'argent pour qu'elle déclare avoir été victime d'avances à connotation sexuelle par le père. On découvre ensuite que Lyle, oui, il est follow, mais apparemment il y a une nouvelle personne, c'est Azurak. Bienvenue à toi sur le live. Donc, du coup, ce qui va se passer, c'est que on découvre que Lyle aurait également demandé à son ami Brian de faire un faux témoignage lors du premier procès. Et du coup, les policiers auraient trouvé une lettre de cette page dans laquelle il décrit la manière dont il souhaiterait que son ami témoigne. Donc, il y a quand même beaucoup de choses bizarres. Pourquoi est-ce qu'ils veulent absolument avoir de faux témoignages alors que de toute façon, quelque part, ils étaient quand même protégés, entre guillemets, puisque le procès, il avait été annulé à la suite du fait qu'ils n'arrivaient pas à s'entendre au niveau du jury. Mais ce que je ne comprends pas, c'est comment ça n'a jamais été mis en avant, si vraiment ils ont vécu des choses terribles au niveau d'actes sexuels, de pédophilie, etc. Je ne comprends pas pourquoi
tout simplement, il n'y a pas eu autre chose, des choses qui ont été mises en place pour les encadrer, pour les aider, etc. Ça, c'est un truc que je n'arrive pas à capter. Azurak, je ne sais pas si tu es là, mais et si tu m'entends, mais si tu as des questions, n'hésite pas à les poser. Et bienvenue à toi sur le live. Ici, aujourd'hui, on parle de tueurs en série, etc. De temps en temps, je fais des lives là-dessus. Le dernier que j'avais fait, c'était sur Headgain, parce qu'on avait fait le jeu. On avait fait le jeu et j'avais découvert que c'était l'histoire. Donc, du coup, tout étant mis en place, on a parlé de ça. Mais sinon, à la base, la chaîne, c'est surtout le paranormal et l'ésotérisme et parfois du développement personnel. On fait aussi du gaming le mercredi et il faut que je change mon annonce parce qu'on ne fait plus de lecture le samedi, mais on le fait le mercredi. Après le gaming, je commence plus tôt et comme mercredi passé, on a fait du gaming et de la lecture. Donc voilà. Donc ce deuxième procès est moins médiatisé que le premier, forcément, et le juge interdit les caméras dans le tribunal. Les experts juridiques indiquent que la décision du juge de les bannir est la conséquence de tout ce qui a été médiatisé comme étant un procès du siècle concernant l'affaire Simpson. Le juge ne s'attarde pas sur les accusations d'abus sexuels et ne rassemble pas à la barre la cinquantaine de témoignages allant dans ce sens. Cependant, il va autoriser le jury à reconnaître des circonstances atténuantes concernant le meurtre de José, mais pas pour celui de Kitty. Donc, entre guillemets, ils peuvent avoir des circonstances de par le père, s'ils ont vraiment vécu des choses dramatiques, mais pas par la mère. En effet, elle ne les a jamais violentés. En mars 1996, il ne reste plus que deux options au jury. Voter pour la peine de mort ou voter pour la perpétuité. Et c'est à l'unanimité que les jurés vont voter pour la seconde option. Donc le 2 juillet 1996, les deux frères sont condamnés à perpétuité sans libération conditionnelle. Ça veut dire qu'ils devront tout le temps rester en détention. Et c'est ça qui est bien aux USA, parce que quand vous êtes condamné à perpétuité sans libération, ça veut dire que vous ne sortirez jamais. Quelque part, c'est vrai que ça peut, quand vous êtes jeune comme eux, ils étaient quand même assez jeunes, ça veut dire que jusqu'à la fin de votre vie, vous resterez en prison. Si vous décédez à 90 ans, eh bien, n'ayez pas peur ici, plus on est de fous, plus on rit. C'est ça, exactement. Il y a aussi un Discord que vous pouvez rejoindre. Et alors, j'ai deux chaînes YouTube. Une chaîne YouTube, tout ce qui est paranormal, ésotérisme, etc. Et une chaîne gaming que j'ai ouverte il n'y a pas très très longtemps. Donc voilà. En détention, eh bien, très vite après leur condamnation à perpétuité, le département du service correctionnel et de réhabilitation de Californie va décider de les séparer tous les deux et de les envoyer dans des prisons différentes. Puisqu'ils sont considérés comme étant des détenus à sécurité maximale, eh bien, ils vont être en plus séparés des autres prisonniers. Lyle, alors, est détenu à la prison d'État de Mule Creek, tandis qu'Eric est à la prison d'État de Folsom. Donc, ils vont être séparés. Tu fais un concours, c'est là, avec le Kiket?
Oui, j'ai aussi TikTok. Mais je fais plus rarement des lives hein, sur TikTok. Mais j'en fais. Occasionnellement, j'en fais. Il faudra d'ailleurs que je mette la page de Aurora ici sur TikTok pour que vous puissiez aller le rejoindre si vous n'êtes pas sur Twitch. Ah oui, ça j'avoue, Véro. Ça j'avoue. Alors, qu'est-ce que je vous disais moi? Donc, je vous ai parlé de la détention. Alors, en février 2018, Lyle est transféré dans un établissement correctionnel à San Diego, dans lequel Eric est incarcéré depuis 2013. Ils sont encore détenus séparément pendant plus de 21 ans. Et les deux frères vont se retrouver le 4 avril 2018 lorsque Eric est transféré dans la même unité que Lyle. Donc, ils vont être quand même séparés très très longtemps. En 2018, les deux frères créent une réforme pénitentiaire baptisée la Green Space Project, qui aspire à rendre les conditions de vie meilleures en prison, en peignant les murs avec des couleurs vives ou encore en plantant des arbres, etc. Et c'est en 2023 qu'Eric va obtenir un diplôme universitaire en sciences comportementales et sociales via l'Université de Californie, qui propose un programme pour les détenus de l'établissement correctionnel. Il donne également des cours de méditation ainsi que des cours d'expression orale et il est également devenu artiste peintre, ce qui n'est quand même pas, c'est quand même assez bien de choses hein, qu'il a fait. Lyle, lui, de son côté, va créer en 2016 l'association Adverse Childhood Experience and Rehabilitation pour toutes les personnes qui ont été victimes d'abus en tout genre durant leur enfance. Et en juin 2024, il obtient également un diplôme universitaire en sociologie via l'Université de Californie lui aussi. Donc c'est quand même pour vous dire que ces deux frères-là, ils ont quand même gâché leur vie, entre guillemets. Coucou Choupi, comment vas-tu? C'est dommage, hein, c'est dommage parce que c'était deux personnes quand même avec une certaine intelligence qui auraient pu finir beaucoup mieux que ce qu'ils ont vécu. Ah bah carrément, carrément. C'était des jeunes intelligents. Alors, est-ce que c'est dû à leur passé, hein, qu'ils ont vécu avec leur père et que vraiment ils ont voulu tuer leurs parents dans ce cadre-là, mais c'est dommage parce que ça a gâché leur vie. Ah ben écoute, avec le bot, elle ne risque rien du tout, hein. Hormis de se faire bannir, t'as quitté le travail avant l'heure. Aujourd'hui, très fatiguée, j'ai quitté le travail avant. Mais il y a beaucoup de gens qui sont fatigués. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le temps, l'automne, il faut prendre des vitamines, hein. Je le booste. Ah. Hmm. Donc c'est quand même dommage parce que c'était pas des petits malfrats de bas étage, hein. C'était quand même des garçons qui avaient une certaine intelligence et qui auraient pu très très bien réussir dans leur vie, hein, puisqu'ils l'ont fait après en étant en prison. Donc malgré tout, voilà, ces gars-là. En 1998 et en 2005, les frères Mendes épuisent tous leurs droits d'appel et ils signent même un habeas corpus, mais rien n'y fait.
En 2023, les deux frères font de nouveau appel après avoir découvert que leur père aurait abusé sexuellement de Roy Russell. Russell ou Rossello? Je ne sais plus. C'est un des deux. Enfin, prenez-en un des deux. Et c'était un membre du boys band Menudo. Et le 18 avril 2023, lors d'un documentaire diffusé dans l'émission Today, eh bien, Roy va révéler avoir été drogué, puis violé par José Menendez alors il était âgé de 14 ans. La police se retrouve ensuite en possession d'une lettre qu'Eric a écrite en 1988, quelques mois avant le double meurtre, dans laquelle il révèle à son cousin Andy que les abus sont toujours d'actualité. Donc vous voyez, c'est vraiment un manque, entre guillemets, de du fait qu'il n'y a jamais eu de plainte et qu'ils ne se sont jamais fait protéger. Si en étant enfant, ils auraient mis au grand jour le fait que, surtout Eric, hein, qu'il était victime d'abus sexuels et que d'autres auraient parlé avant, d'autres victimes, hein, peut-être que ce ne serait jamais arrivé. Ils auraient pu être pris et être mis dans une autre famille plutôt que de rester dans cette famille-là. Et même dans une famille d'accueil, je suis quasiment sûre qu'ils auraient mieux terminé qu'en restant là. Ils auraient pu faire des études et devenir des personnes équilibrées. Malheureusement, avec ce qu'ils ont vécu, c'est ce que je vous disais, hein, ce meurtre-là, quand ils l'ont réalisé, ils devaient avoir une haine profonde au fond d'eux pour en arriver à faire ça. Tu as mis le haut que j'aime bien. Le bleu et noir? J'ai un vert et noir, j'ai un rouge et noir, j'ai un rose et noir. Mercredi, j'avais le rose. J'en ai deux, blanc et noir, avec des écritures orange. J'ai toutes les couleurs, en fait. Moi, mon préféré, c'est le fuchsia. En 2020, durant la pandémie du Covid-19, l'affaire Mendes va refaire surface sur les réseaux sociaux grâce à la génération Z qui s'intéresse au cas Mendes. Touchés par l'histoire des deux frères, les internautes apportent leur soutien en faisant de nombreux montages sur TikTok avec des images du premier procès, ainsi qu'en signant des pétitions en ligne pour les faire sortir de prison. Et c'est en 2024 que les deux frères reçoivent même le soutien de personnes très connues comme Rosie O'Donnell, Kim Kardashian, Cooper Koch et même Gypsy Rose Blanchard. Et ce qui va se passer, c'est qu'en 2024, en octobre 2024, le procureur Georges Gascon va annoncer qu'il va examiner activement le changement de situation pour les deux frères. Et Like et Eric seront entendus le 26 novembre 2024 avec une possibilité de libération. Les deux frères sont représentés par un avocat célèbre et le 16 octobre 2024, plus de 20 membres de la famille Mendes se sont réunis pour donner une conférence de presse afin de demander la libération des deux frères et ils ont même lancé des pétitions en ligne à l'intention de Georges Gascon. Et le 24 octobre 2024, le procureur annonce qu'il s'apprête à demander à un juge de réexaminer la condamnation des deux frères
Et si le juge accepte, eh bien, ils seront éligibles à une libération conditionnelle. Le 30 octobre 2024, le procureur demande au gouverneur de Californie de gracier les deux frères. Il y aura une audience qui sera fixée en décembre 2024 et l'audience sera reportée fin janvier 2025. Et à la suite des incendies de 2025 à Los Angeles, l'audience a été repoussée au 20 mars 2025. Donc, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Vous vous rappelez des feux à Los Angeles d'ailleurs. Le 21 août 2025, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça, Éric Menendez se voit refuser sa demande de libération conditionnelle par la commission du département de services correctionnels et de réinsertion de Californie. Le 22 août, son frère, c'est au tour de Lyle de se voir refuser sa liberté conditionnelle par la même commission qu'Éric. Donc en fait, ils ont voulu essayer de les sortir de là. Ça avait tellement été médiatisé que ils y ont cru, hein, mais ça a été refusé tout simplement. Le procureur a fait des pieds de ses mains, mais ça n'a pas fonctionné tout simplement. Et du coup, eh bien, ils sont toujours en prison. C'est rare quand nous avons pu parler de tueurs en série qui étaient toujours vivants. Bien souvent, quand on parle de tueurs en série, ils sont soit déjà décédés, sauf quand on a parlé de Fourniret et de Dutroux. À cette époque-là, Fourniret était encore vivant. Mais de tueurs en série américains, c'est beaucoup plus rare.